Le message a éclairé mon téléphone en plein milieu d'une réunion de présentation. Nous étions à 23 diapositives d'une proposition de garantie de 12 millions de dollars lorsque mon écran a vibré contre la table. Je n'aurais pas regardé. Normalement, je m'entraîne à bloquer les distractions pour rester impeccable et impassible face aux associés et aux requins du conseil d'administration. Mais quelque chose dans cette alerte a attiré mon regard. Elle venait de Silu. Juste 2 mots. Papa, viens vite. Mon estomac s'est noué. Silu n'était pas du genre à pleurer. Wolf, 17 ans, calme, discipliné, capitaine de l'équipe d'athlétisme, presque allergique au drame. La dernière fois qu'il a prononcé le mot « vite », c'était quand il s'est cassé le bras et qu'il a quand même essayé de se rendre aux urgences à vélo. Ma gorge s'est serrée. Je me suis levé au milieu d'une phrase, j'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai marmonné des excuses et je suis sorti directement de la pièce. Mon téléphone a sonné avant même que j'arrive sur le parking. Silu, essoufflé et paniqué. C'est maman. Tu dois venir tout de suite. Il y a un problème. Puis il a raccroché. C'était tout ce que j'avais à dire. Mon esprit s'est emballé. Je suis sorti du parking et j'ai foncé dans la circulation de Boston comme un possédé. Grillant des feux rouges sans même m'en rendre compte, priant pour qu'un policier m'arrête juste pour que je puisse dire « Suivez-moi ». Au moment où j'ai tourné dans notre rue, les gyrophares bleus et rouges clignotaient déjà comme dans un cauchemar en temps réel. 2 voitures de patrouille, une berline noire banalisée, une ambulance au ralenti, portes arrière grandes ouvertes. Mes voisins étaient rassemblés de l'autre côté de la rue. Certains chuchotaient, d'autres filmaient. Au moment où j'ai garé brusquement la voiture et que j'ai filé vers la maison, j'ai vu Silu. Il courait, non, titubait vers moi depuis le perron, le visage crispé comme je ne l'avais jamais vu. Mon fils, le roc, celui qui ne bronchait pas devant un os cassé, pleurait. De vrais sanglots qui lui secouaient la poitrine. Papa, a-t-il haleté en me saisissant la manche. C'est maman. Elle cache quelque chose. C'est grave. C'est vraiment grave. Il y a quelqu'un dans sa chambre. Je ne me suis pas arrêté pour demander. J'ai bousculé les ambulanciers et les policiers à la porte et je me suis précipité à l'intérieur. J'entendais Mirror pleurer à l'étage, ma fille de 20 ans, entre fureur et choc. Le salon semblait intact, impeccable. Pareil pour la cuisine. Tout était normal. Ça aggravait les choses. J'avais l'impression que la maison elle-même me mentait. J'ai pris les escaliers 2 par 2 et j'ai atteint la chambre principale où 2 policiers montaient la garde. L'un d'eux a essayé de m'arrêter. Je lui ai montré mon badge. Le numéro de la compagnie de pare-brise était encore accroché à mon t-shirt et disait « C'est ma maison. C'est la chambre de ma femme ». Il ne protesta pas, il ouvrit simplement la porte. La chambre de Camilla était telle que je l'avais vue la veille. Impeccable. Ses produits de soins étaient alignés comme des soldats sur la coiffeuse. Le lit était parfaitement fait, son parfum flottait dans l'air, fleurs d'oranger et poison discret. Mais soudain, je l'ai vu. La porte du placard était un bocal, et derrière, les baskets de Silu. C'était sans doute lui qui les avait trouvées. Mes mains bougèrent avant que mes pensées ne puissent me suivre. Je suis entré dans le placard, tâtonnant le long du mur du fond. Il y eut un clic, faible mais distinct, et un panneau se déplaça vers l'intérieur, un compartiment caché. J'avais vécu dans cette maison pendant 13 ans sans jamais soupçonner son existence. À l'intérieur de ce compartiment se trouvait un espace pas plus large qu'un réfrigérateur. Et à l'intérieur se trouvait un corps recroquevillé en avant, les genoux repliés contre la poitrine, pâle, sans vie, un seul trou noir au-dessus du cœur. Je titubais en arrière. Mes poumons ne respiraient plus. Le visage de l'homme était bouffi, mais reconnaissable. Elias Marlowe. Je l'avais vu une douzaine de fois au fil des ans. Toujours aimable, toujours prompt à serrer la main et à me raconter des histoires d'entreprise que je n'avais pas envie de remettre en question. Camilla le considérait toujours comme un vieil ami de fac, quelqu'un avec qui elle avait cofondé une association à but non lucratif. Je ne l'avais jamais apprécié. Il y avait quelque chose dans son rire, trop poli, trop répété. Et maintenant, il était là, mort, caché dans le mur de ma femme. Je me suis retourné et c'est à ce moment-là que l'agent qui m'avait suivi dans la pièce m'a dit « Monsieur, vous devez redescendre. Il y a plus. » Je la suivis, les mains tremblantes, engourdies. Je trouvai Mera assise sur la dernière marche,
son téléphone serré contre moi, le visage rouge de larmes. Je m'accroupis devant elle et murmurai, « Où est ta mère ?» Elle ne répondit pas. Un policier en civil m'entraîna dans la cuisine. Il déposa un sac de preuves transparentes sur la table. À l'intérieur se trouvaient 5 passeports, tous avec des noms différents, tous avec le visage de Camilla. Un deuxième sac contenait une liasse de devises et 2 téléphones prépayés. On a aussi trouvé un pistolet avec silencieux sous le plancher, ajouta-t-il. J'en eus la bouche sèche. Ma femme, celle à côté de qui j'avais dormi pendant 22 ans, avait un kit d'évasion comme une fugitive. « Et tu ne sais pas où elle est ?» demanda-t-il de nouveau. Je fixai la fenêtre de la cuisine où le reflet de mon visage était trop pâle, trop vide. « Non, dis-je lentement. Je pensais qu'elle était à la maison. » C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Pas seulement la peur ou la trahison, mais l'ampleur de ce que je ne savais pas. J'avais bâti une carrière dans la sécurité, la détection des menaces et la surveillance des hautes altitudes. Et la plus grande menace de toutes se trouvait sous mon toit, me souhaitant bonne nuit et remuant mon café avec un sourire. Je sentais quelque chose en moi, Titan. Pas seulement de la peur, quelque chose de plus aigu. Un but. Camilla n'avait pas seulement disparu. Elle se cachait. Et j'allais la retrouver. La chambre principale était impeccable aussi. Immaculée. Camilla la gardait toujours ainsi. Une couette blanche impeccable, une table de chevet épurée, le parfum des sachets de lavande dans chaque tiroir. Mais maintenant, debout au centre de cette pièce avec 2 policiers et l'écho des sanglots de ma fille résonnant en bas, tout dans cet ordre me semblait inquiétant, comme si quelqu'un avait fait le ménage pour effacer quelque chose. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, à la recherche de signes, de quelque chose d'anormal, mais tout était parfait, sauf la porte du placard. Elle était ouverte, légèrement entr'ouverte, juste assez pour paraître délibérée. Mira se tenait figée près de l'entrée. Artistique du Pacifique. Je l'ai emmenée un samedi après-midi, juste toutes les 2. Nous avons marché tranquillement, sa main autour de mon coude comme elle le faisait quand elle était petite. Nous nous sommes arrêtés devant une sculpture faite de bois flotté et de miroirs brisés. Elle a levé les yeux vers moi et a murmuré, « Je crois que je commence enfin à respirer. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. Silu est rentré un soir avec un coude écorché et un sourire qui lui montait jusqu'aux yeux. Il a laissé tomber son sac de matériel près de la porte, a ouvert le réfrigérateur et a crié « On n'a plus de lait ». C'était la chose la plus normale que j'avais entendue depuis des mois. J'ai failli rire. J'en avais envie. Les rares fois où Darius a pris des nouvelles, ses messages étaient courts. Aucune menace, les canaux étaient calmes, tout était clair. Nous n'avons rien dit. Bien plus que ça. Nous n'en avions pas besoin. Un soir, j'étais assis seul sur la véranda avec un verre de scotch, les vagues déferlant doucement derrière les arbres. Les étoiles brillaient, plus brillantes que dans mes souvenirs. Je me suis adossé au dossier de la chaise, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé l'air froid me brûler les poumons. Pour une fois, j'ai ressenti quelque chose de proche de la paix. Pas vraiment du pardon, pas vraiment de la faim, mais quelque chose entre les deux. J'ai pensé à mon père, à la vie qu'il n'a jamais eue, aux avertissements que je n'ai jamais entendus et à la force que j'ignorais avoir. J'ai pensé à ce que cela signifiait de tout perdre et de trouver encore la volonté de protéger ce qui restait. Et puis j'ai pensé à Camilla, la femme, l'arme, le fantôme. Je ne savais plus où elle était. Je ne savais plus qui elle était. Mais je savais une chose, elle m'avait sous-estimé. Ils m'ont tous sous-estimé. Ils me croyaient faible, prévisible, mêlé à un jeu trop grand pour que je puisse le saisir, mais ils avaient tort. J'ai reconstruit ma vie à partir de rien. J'ai protégé mes enfants du pire du monde. Intention. J'ai incendié un empire, non pas avec des balles, mais avec la vérité. Et quand la poussière est retombée, j'étais toujours debout. C'est ce qu'ils n'avaient jamais prévu. C'est ce qu'ils n'avaient pas vu venir. Et maintenant, nous voilà. Une nouvelle vie, un nouveau nom et un avenir que personne d'autre n'a écrit pour nous. Je ne saurais peut-être jamais si tout cela était réel, mais ce que je sais, c'est ceci, je suis libre et ils ne nous toucheront plus jamais. Les bras croisés sur la poitrine. Elle en aurait dit qu'elle avait vieilli de 5 ans en 5 heures. Ses joues étaient striées de larmes séchées, et sa voix était à peine plus qu'un murmure lorsqu'elle dit « Papa, il faut que tu vois ça ». À côté d'elle, Silas gardait les yeux rivés au sol, la mâchoire si serrée que ses muscles se contractaient sous sa peau.
J'ai hoché la tête et je suis passé devant eux. Dans le dressing, la légère odeur du parfum de Camilla flottait encore dans l'air. De la vanille et quelque chose de plus piquant, du santal, peut-être. Avant, je trouvais ça réconfortant. Maintenant, ça me rendait malade. J'ai passé mes mains le long du mur du fond. Je ne savais pas ce que je cherchais, juste qu'il devait y avoir quelque chose. Je me suis accroupi, j'ai inspecté les plaintes, puis je me suis redressé et j'ai caressé les panneaux supérieurs de la paume de ma main. C'est alors que j'ai entendu un léger clic sous mes doigts. J'ai appuyé à nouveau. Le panneau a cédé, pivotant vers l'intérieur sur une charnière cachée, révélant un espace étroit et creux derrière le mur du placard. Il était à peine assez grand pour... Accroupi à l'intérieur. L'air était vicié, et dans la faible lumière qui filtrait du placard, je l'ai vu, Elias Marleau. Son corps était affalé contre le mur, les genoux repliés comme s'il avait été fourré là sans précaution. Sa peau avait pris cette pâleur cireuse qui n'apparaît qu'après l'installation de la mort. Un trou de balle au milieu de sa poitrine, une phrase suffisait à résumer l'histoire. Je reculai instinctivement, le péché cuivré du sang et du vieillard me frappant d'un coup. L'espace d'un instant, le monde s'est incliné, ma vision s'est rétrécie. Puis Mera a halté derrière moi. C'est ça? Elle n'a pas pu finir. Oui, ai-je dit doucement, la voix tremblante. C'est lui, Elias, le soi-disant ami inoffensif de Camilla, son associé. L'homme qu'elle avait toujours juré n'être qu'un collègue de l'époque où elle travaillait dans une association. Elle ne m'a jamais regardé dans les yeux quand elle a dit ça. J'ai toujours pensé que c'était de la maladresse. Maintenant, je le voyais pour ce que c'était, un mensonge soigneusement entretenu, empilé sur d'autres. Je n'avais même pas encore commencé à me renseigner. Je suis sorti du placard et j'ai appelé les policiers. Ils sont intervenus rapidement, l'un sécurisant la scène, tandis que l'autre appelait par radio une unité de police scientifique. En quelques minutes, la maison s'est transformée en un véritable bourdonnement d'ordre chuchoté et de mains gantées. Pendant qu'ils travaillaient, j'arpentais la pièce. Je ne pouvais pas rester en place. Mon esprit se décomposait morceau par morceau. Le mariage, les conversations, les jeudis soirs où Camilla insistait pour que j'aille jouer au poker avec mes collègues. Chaque semaine, sans exception, je pensais qu'elle avait juste besoin d'être seule. Je ne me suis jamais posé de questions. J'étais un idiot. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message de l'analyste principal de mon entreprise. Accès aux journaux de sécurité. Alerte. Nettoyage de données suspectes sur la caméra de la chambre principale les 4 derniers jeudis. J'ai eu le souffle coupé. J'avais installé des caméras de pare-brise dans tous les coins de cette maison. En partie par sécurité, en partie par paranoïa. J'avais depuis longtemps enseveli sous la routine domestique. Camilla avait nettoyé ses exploits délibérément, habilement, ce qui signifiait ceci. Ce n'était pas un coup de panique. C'était planifié. Je suis redescendu, j'avais besoin de me bouger. L'inspecteur principal m'a rejoint dans la cuisine. Son visage était indéchiffrable tandis qu'il glissait un sac en plastique contenant des preuves sur la table. On les a trouvés cachés dans une ventilation au plafond, a-t-il dit. À l'intérieur se trouvaient 2 passeports nigérians, un croate et 2 canadiens, tous avec des noms différents, tous avec le visage de Camilla. À côté, une liasse de billets, facilement 50 000 en devises diverses, et 2 téléphones prépayés. On dirait que votre femme a quelque chose qui traîne habituellement, a-t-il demandé. Mon rire est devenu creux et amer. Non, ai-je dit, mais visiblement, je ne sais plus ce qui est normal. Il s'est assis en face de moi, les coudes sur la table. Monsieur, nous essayons de comprendre ce qui s'est passé. Elias Marleau représentait-il une menace pour votre famille? Saviez-vous que son casier judiciaire avait été scellé par le ministère de la Justice? J'ai cligné des yeux. Non, c'était un ami. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. L'inspecteur n'a pas répondu. Appuyez simplement sur les preuves. Retour. Ça ne ressemble pas à un malentendu. Ça ressemble à un coup monté professionnel. Et les gens comme Marleau ne finissent pas comme ça, à moins que quelque chose ne se soit vraiment mal passé. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais le mot résonnait dans ma tête. Professionnel. Je suis sorti sur le porche. Mera et Silas étaient assis ensemble sur les marches, silencieux. Mera a appuyé sa tête sur son épaule, et il l'a laissé faire.
Ils avaient l'air brisés. Je me suis accroupi devant eux, essayant de sourire, mais ça ressemblait probablement plus à un WSE. Je vais voir ce qui se passe, ai-je dit. Mais pour l'instant, j'ai besoin que vous restiez ici. Parlez aux policiers. Ne répondez pas aux questions des journalistes. Ne vous approchez pas de la chambre de maman. Compris. Mirror a hoché la tête. Silu non. Je me suis retourné vers les policiers. Elle n'est pas au travail. L'un d'eux a dit, on a vérifié. On a envoyé des unités à son association en centre-ville. Elle n'est pas venue de la semaine. Mon cœur battait la chamade. Avez-vous une idée d'où elle a bien pu aller? Du côté des détectives, en ce moment? Non. Mais une femme avec ce genre de préparation, argent, passeport, surveillance, angle mort, elle n'a pas disparu comme ça. Elle a disparu. Et ça veut dire qu'elle avait tout prévu. C'est ce qui m'a le plus serré la gorge. Elle n'a pas couru par panique. Elle a couru parce que quelque chose lui disait que c'était le moment. Comme si elle avait attendu. Comme si tout avait été en marche bien avant que je ne m'en rende compte. Et le pire, c'est que je n'avais aucune idée à quel point notre vie, notre maison, nos enfants avaient fait partie de ce plan. Je n'ai pas dormi de la nuit. Pendant que Mera et Silas restaient dans la chambre d'amis sous la surveillance d'un agent, j'ai passé les heures entre minuit et le lever du soleil devant mon ordinateur portable, à éplucher chaque parcelle de données que notre système de sécurité avait capturées au cours des 3 derniers mois. J'ai conçu Ranchild pour qu'il soit quasiment impossible à tromper. Il pouvait suivre les mouvements grâce aux signatures thermiques, effectuer la reconnaissance faciale dans des archives privées, et stocker les images sur des serveurs décentralisés. Ce n'était pas parfait, mais c'était le mien. Et d'une manière ou d'une autre, Camilla s'y était déplacée comme un fantôme. Elle n'avait laissé aucune trace numérique. Aucune signature thermique dans le couloir en entrant dans la chambre. Aucune alerte sonore provenant de la porte dérobée. C'était comme si elle avait trouvé un moyen d'exister juste en dehors du cadre. Mais je savais qu'elle ne pouvait pas tout effacer. Personne n'est aussi doué. Pas même elle. À 2h17 du matin, j'ai trouvé mon premier fil conducteur. Un journal d'état de routine, rien de plus qu'un PIN système, indiquait que la caméra de la chambre principale se déconnectait tous les jeudis entre 18h45 et 20h30 depuis cette semaine. Toujours quand j'étais en soirée poker avec les collègues. Camilla avait toujours été celle qui encourageait ces soirées. Tu as besoin de te détendre, me disait-elle en déposant un baiser sur ma joue en me tendant mes clés. Pendant ce temps, elle effaçait des soirées entières. Cette semaine. C'était le schéma. Je l'ai recoupé. Le GPS de la voiture, grâce à notre application d'assurance. Le traceur n'était pas celui qu'elle aurait pensé à vérifier. Il était intégré à notre police d'assurance. Le dernier signal, un motel au bord de l'île 93, le genre d'endroit où personne ne pose de questions. Où l'argent est roi et où le silence fait partie du tarif. Je fixais l'épingle sur l'écran, la mâchoire serrée. C'était là qu'elle était allée. À plusieurs reprises. Je repensais au texto de Silas, à son visage strié de larmes, au corps dans le mur. Mes mains tremblaient tandis que je tapais quelques lignes de code dans un appareil dont seuls quelques-uns chez Ranchild connaissaient l'existence. Un renifleur de microsurveillance que je gardais pour les missions clandestines. Si le téléphone de Camilla était toujours actif, je pouvais masquer son signal. L'écran cligna une fois, puis une autre, et il était là, un point vert pâle sur la carte. Son téléphone toujours allumé, toujours en émission, toujours au même motel. Elle se cachait, mais pas intelligemment. Peut-être pensait-elle que personne ne regarderait là. Peut-être qu'elle s'en fichait désormais. Ou peut-être voulait-elle que je la trouve. Elle. Je n'ai rien dit aux policiers. Pas encore. Je n'avais pas confiance dans la procédure. Pas quand chaque minute comptait. J'ai laissé Mera et Silas aux soins des 2 inspecteurs toujours postés dehors. J'ai juré d'être de retour avant le lever du soleil. Je ne pouvais pas promettre plus. Je gardais le volant fermement en conduisant, les phares fendant la pluie comme des lames. Chaque partie de mon corps était alerte, concentrée, mais sous la précision. Il y avait un bourdonnement de trahison si fort que je le sentais dans mes dents. J'avais bâti ma vie sur le contrôle, sur l'anticipation des problèmes. J'avais sécurisé des entreprises technologiques et des coffres-forts gouvernementaux avec une meilleure protection que la plupart des banques. J'avais entraîné mon esprit à anticiper.
Mais d'une manière ou d'une autre, Camilla avait réussi à passer outre. Elle s'était glissée sous mes défenses, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, et avait construit quelque chose que je n'avais vu que trop tard. Le motel était une rangée basse de chambres grises et de néons clignotants. Chambre 212, selon je me suis garé au coin de la rue et je me suis approché à pied. Ma veste collait à mon dos sous la bruine froide. Ma main flottait près du Glock que je gardais dans ma boîte à gants. Je ne savais pas dans quoi j'allais, mais je n'y allais pas à l'aveuglette. Je n'y allais jamais à l'aveuglette. J'ai frappé 2 fois. Rien. J'ai attendu, écouté, puis j'ai frappé à nouveau, plus fort cette fois. Il y a eu un bruit de pas derrière la porte. Puis le verrou a cliqué. Lorsqu'elle a ouvert, je l'ai vue. Camilla, ma femme. Enfin, celle qui avait joué ce rôle pendant 2 décennies. Ses cheveux étaient tirés en arrière, pas de maquillage, ses yeux écarquillés, non pas par la peur, mais par le calcul. Elle n'a pas crié, n'a pas bronché. Elle m'a juste regardé comme si elle essayait de deviner quelle version de Marcus j'avais amené avec moi. Marcus, a-t-elle dit doucement. Comment m'as-tu trouvé? Je construis des systèmes de sécurité pour gagner ma vie, ai-je répondu en la dépassant avant qu'elle ne puisse protester. Tu pensais vraiment pouvoir te cacher? La pièce était sombre et sentait le savon bon marché et le café brûlé. Personne n'avait dormi dans le lit. Un sac de sport était posé sur la table, à moitié ouvert. À l'intérieur, des passeports, de l'argent, un Glock chargé et autre chose. La carte d'identité d'Elias, rognée et usée. Le nom était encore lisible. Elias Marlowe. Elle referma doucement la porte derrière moi. Tu ne devrais pas être ici. Non, dis-je en me tournant vers elle. Tu n'aurais jamais dû faire partie de ma vie. Elle grimaça. L'espace d'un instant, je pensais que peut-être, juste peut-être, une partie d'elle ressentait quelque chose. Puis elle s'assit au bord du lit et parla comme quelqu'un qui changeait de rôle en plein spectacle. Je ne l'ai pas tué, dit-elle. Si c'est ce que tu penses. Je n'ai pas tué Elias. Alors qu'il a fait? Demandai-je. Parce qu'il est mort chez nous. Dans ta chambre. Et les enfants l'ont trouvé. Elle détourna le regard, la voix basse. Il faisait le ménage. Le grove. C'est ce qu'ils font quand un atout devient un handicap. Ils éliminent. Silu n'était pas censé trouver le compartiment. J'ai croisé les bras. Le bosquet. Elle a levé les yeux. C'est pour lui que je travaillais. Pour lui que j'ai toujours travaillé. Tu étais la mission, Marcus. Le mariage, les enfants. Tout a commencé comme une mission. J'étais enrôlé. Elias était mon interlocuteur. Les mots n'avaient aucun sens. Pas au début. Il rebondissait sur les parois de mon crâne, se fracassant contre des souvenirs que je ne voulais pas réexaminer. Mais ensuite, les détails ont commencé à s'aligner. Les silences inexplicables. Le réseau de contacts qu'elle prétendait provenir d'associations. Sa façon d'esquiver les questions sur sa jeunesse. J'étais malade. Donc rien de tout cela n'était réel. J'ai dit que c'était devenu réel. Elle a murmuré. Je ne m'y attendais pas, mais c'est arrivé. Toi, si. J'avais envie de crier, de balancer quelque chose à travers le mur, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai juste fixé du regard. J'avais épousé une invention, aimé un fantôme, construit une vie avec une arme dressée pour me manipuler. Et pourtant, le pire, c'était à quel point je voulais encore qu'elle m'explique tout ça, qu'elle me dise qu'il y avait eu une erreur. Puis le craquement retentit. Un coup de feu dehors. Tout près. Nous nous sommes effondrés instantanément. Sa roulade instinctive sur le sol m'a appris que ce n'était pas la première fois qu'elle était traquée. Elle sortit le Glock du sac et le lança sans hésiter. Ils m'ont trouvé, dit-elle. Ce qui veut dire que maintenant, ils t'ont trouvé. Nous respirions fort, dos contre mur. Je baissai les yeux vers l'arme que je tenais à la main, puis vers la femme qui n'était plus ma femme. Ma voix était froide, maîtrisée. Alors, on en finira ce soir. Quand Camilla ouvrit la porte du motel, tout ralentit pendant une demi-seconde. Ma main resta à mes côtés, à quelques centimètres du pistolet glissé sous ma veste. Ses yeux, ces mêmes yeux sombres et indéchiffrables que j'avais mémorisés au fil des cuillères à café et de mes routines matinales,
était écarquillée par un étrange mélange de peur et de calcul. Ni panique, ni surprise, juste une conscience aiguë, comme si elle avait déjà 3 coups à jouer avec la stratégie suivante. Elle ne parla pas au début, se contentant de me regarder comme si j'étais un fantôme de la vie qu'elle avait enterrée et qui s'attendait presque à revenir. « Marcus », dit-elle finalement d'une voix rauque. « Comment m'as-tu trouvé ? Je conçois des systèmes de sécurité pour des milliardaires et des gouvernements, ai-je dit en la frôlant dans la pièce. Tu crois que je ne te pisterai pas ? Je m'attendais à ce qu'elle claque la porte derrière moi, qu'elle crie ou qu'elle prenne une arme. Elle ne l'a pas fait. Elle a laissé la porte se refermer doucement, comme 2 époux se disputant discrètement pour des plantes. La chambre de motel était sombre. Du papier peint gris qui se décollait, un bureau dont un pied tremblait, et une lampe qui clignotait lorsque la climatisation se mettait en marche. Mais ce qui m'a arrêté net, c'est le côté du lit, soigneusement disposé comme des affaires pour un briefing de mission. Des liasses de billets, quelques passeports, un téléphone jetable et un Glock chargé. J'ai fixé l'arme un long moment, puis je me suis retourné vers elle. « Tu vas quelque part ?» Elle n'a pas répondu. Pas au début. Elle s'est assise au coin du lit, la colonne vertébrale raide. Je ne savais pas combien de temps il me restait, a-t-elle dit doucement. Mais je savais que ce ne serait pas long. Tu es parti. Tes enfants dans une maison avec un homme mort. J'ai craqué. Tu as disparu en espérant quoi ? Que la vérité s'enterre. Non, dit-elle, les yeux brillants. J'espérais pouvoir la contenir avant qu'il ne t'atteigne. Elle a croisé mon regard. Le Bosquet. Le nom flottait dans l'air comme une malédiction. Cela ne me disait rien à ce moment-là, mais quelque chose dans sa façon de le dire, prudente, sèche, me disait que cela devrait. Elle a fouillé dans le sac de sport, montrant lentement ses 2 mains comme si je la jugeais déjà à travers une lunette. Elle a sorti un document plié, l'a glissé sur la table à frites vers moi. Je l'ai ouvert. Dossier, photo de surveillance, un arbre généalogique, le mien. J'étais planté, Marcus, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Le mariage, la maison, même les enfants, du moins le début. Tu étais la cible. Tu t'attends à ce que j'y croie ? J'ai grogné. Tu as porté mes enfants. Tu as construit une vie avec moi. C'est devenu réel, dit-elle d'une voix tremblante. Finalement, c'est devenu réel. Je n'avais rien prévu. Ça. J'étais juste censé observer, te maintenir stable, m'assurer que tu ne t'approches jamais trop près de ce que ton père avait laissé derrière lui. Je me suis raidi. Mon père ? Elle a hoché la tête lentement. Tu crois qu'il est mort d'un AVC, non ? De cause naturelle. Sauf que non. C'était un empoisonnement chimique, car c'était un agent fédéral intégré à l'infrastructure du Grove. Ils l'ont éliminé. Et tu étais la suivante. Je me suis assise durement, comme sous le poids de la vie. J'ai fini par craquer les genoux. J'avais pleuré mon père pendant des années. Un homme discret, ancien douanier, le genre à vous apprendre à faire du feu et à ne jamais parler beaucoup à table. Je n'ai jamais pensé à remettre en question sa mort. Jamais pensé à lui demander pourquoi il avait été nerveux les mois précédents. Les maux de tête, la paranoïa, le dernier appel téléphonique que j'avais manqué. J'avais tout laissé s'estomper. Il voulait accéder, dit-elle, à ta technologie, à ton esprit. Ranchild était la porte d'entrée idéale. Un empire de la sécurité avec accès aux réseaux gouvernementaux privés et aux coffres-forts des entreprises. Et Elias, ai-je dit à voix basse. L'homme mort chez moi, il était dans le coup aussi ? Elle hocha la tête. C'était mon supérieur. Il me maintenait concentré, me donnait des instructions, et quand il ne pouvait plus rien faire, elle marquait une pause. Ils l'ont réduit au silence. Ce n'était pas moi, Marcus. Je te jure, il règle tous les détails. Et maintenant que tu sais, tu en fais partie aussi. Je me suis relevé, faisant les 100 pas, martelant violemment ma poitrine. Tout ce que je savais de ma vie avait basculé en quelques jours. Ma femme, ma partenaire depuis plus de 20 ans, était une agente infiltrée. Mes enfants étaient nés dans le mensonge. Mon père avait été assassiné. Mon entreprise était une cible. L'envie de faire un trou dans le mur était forte, mais je serrais les poings et réprimais la fureur. Puis vint le coup de feu sec de l'extérieur. Nous nous sommes tous les deux écroulés instinctivement.
Camilla roula vers le sac de sport, sortit le Glock et le fit glisser vers moi. Aucune hésitation, aucune explication, juste la mémoire musculaire et une coordination entraînée par le froid. Je l'ai attrapé en plein milieu de la glissade, l'adrénaline me brûlant comme de l'acide dans les veines. Elle a rampé jusqu'à la fenêtre, a soulevé le bord du rideau de 5 centimètres. Un SUV noir, 2 hommes qui approchaient, armés, sans un signe. Je l'ai regardé. Ils t'ont suivi. Elle s'est retournée. Ils t'ont suivi. J'ai laissé ma trace il y a 2 jours. Nous sommes restés silencieux un instant. Tous deux accroupis comme des animaux sentant le souffle du chasseur sur nos coups. Et pour la première fois, je l'ai cru, non pas par envie, mais parce que la peur avait effacé les mensonges de son regard. Qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé. Tu sors, a-t-elle dit. Tu prends Silu et Mera et tu t'en vas. Tu t'en vas dans le noir. Je ne te quitte pas. Elle m'a regardé avec une pitié presque totale. Je suis déjà parti, Marcus. J'étais parti dès l'instant où je suis entré dans ta vie avec un script dans ma poche arrière. Tu crois que ça ne veut rien dire? Ça veut tout dire, a-t-elle murmuré. D'autres pas dehors. J'ai entendu des bottes crisser le gravier, une voix marmonnant quelque chose dans un radio. On avait quelques secondes, peut-être moins. Camilla se leva, se pencha et me toucha la joue comme elle l'avait fait 1000 fois avant son café du matin. Si tu m'as aimé un jour, dit-elle, alors fais-moi confiance maintenant. Cette chambre est compromise. Je la fixai du regard, ne voyant ni ma femme, ni la menteuse, mes larmes. En dessous, celle qui était maintenant pointée dans la même direction que moi. Ensemble, nous avons franchi la porte de derrière et disparu dans la nuit. Nous avons couru sans un mot. La pluie était maintenant constante, pas torrentielle, mais suffisante pour transformer l'allée de gravier du motel en plaque de boue glissante. Camilla ouvrit la voie comme si elle l'avait répété 100 fois. Elle coupa derrière une rangée de bennes à ordures, escalada un petit mur de soutènement et se baissa dans les arbres envahissants bordant le parking arrière. Je la suivis de près, le souffle court, le Glock fermement serré. 2 minutes plus tôt, j'avais fixé cette femme et vu une inconnue. Maintenant, sous la menace de celui qui nous traquait, elle se déplaçait comme un soldat, et je courais comme si ma vie dépendait de son instinct. Nous nous sommes accroupis derrière un camion rouillé sur le parking adjacent, tous deux ruisselants. Mon cœur battait la chamade. Elle roulait toujours à toute vitesse, mais j'entendais le rythme de sa respiration, mesuré, calme, efficace. Elle jeta un coup d'œil entre le haillon et la portière passager, puis se tourna vers moi. Ils vont se déployer et balayer. Ils ne tireront pas à moins d'être acculés. Ils veulent confirmer ce que j'ai donné à Elias avant de me tuer. Et qu'as-tu donné à Elias, demandai-je d'une voix basse mais tranchante. Une assurance. Une liste d'agents de Grove, des comptes offshore, des enregistrements. Il comptait les leur revendre, dit-elle amèrement. Il est devenu cupide. Il pensait avoir de l'influence. Alors, tu lui as donné de vraies munitions? Je lui en ai donné juste assez pour se faire tuer. Je la fixai du regard, hésitant entre la maudire et la remercier. Et maintenant, il pense que je les ai. C'est probablement le cas, murmura-t-elle. Il en avait des copies. La redondance était sa seule qualité rédemptrice. Où? Je ne sais pas, mais je sais qui peut le trouver. Nous avons attendu 1 minute de plus, puis avons glissé le long du talus jusqu'à un tunnel de drainage qui se vidait sous l'autoroute. Nous avons filé comme des ombres, émergeant de l'autre côté, près d'un parc commercial où les lampadaires crépitaient dans la brume. Camilla a hélé un taxi avec un téléphone jetable. Elle s'est essuyé le visage une fois avant de se tourner à nouveau vers moi. On doit disparaître ce soir. Toi, moi et les enfants. J'ai secoué la tête. Non. Mera et Silu restent sous surveillance policière. Tu ne t'approches plus d'eux tant que je ne suis pas sûr qu'ils sont en sécurité. Elle a ouvert la bouche comme si elle allait protester, puis la refermer, hochant la tête. D'accord, mais tu auras besoin d'aide, Marcus. Tu ne peux pas y arriver seul. Elle avait raison. C'est là que j'ai appelé Darius Black. Darius n'était répertorié dans aucun annuaire. Pas d'empreinte numérique, pas de déclaration d'impôt. Il n'existait pas si on ne savait pas où chercher, et moi si. Il y a des années, je l'avais engagé. Pour un travail impliquant une fuite informatique lors d'une campagne politique.
Il a réglé le problème en 48 heures et n'a laissé derrière lui que le silence. Il me devait une faveur alors que j'espérais qu'elle n'était pas expirée. J'ai envoyé un simple SMS à un numéro que j'avais noté dans un carnet séparé pour lui demander cette faveur. Ligne rouge urgente. C'était notre code. Ligne rouge signifiait une surveillance de ma famille. Il a répondu en quelques minutes. Localisation. Camilla et moi avons été conduits à son appartement secondaire, que je conservais sous un pseudonyme, présenté comme un centre de test pour les prototypes hors ligne de Ranchild. Il avait son propre réseau électrique, aucune caméra, sauf la mienne, et une douzaine de fournitures de secours. Mera et Silas n'avaient même jamais été informés de son existence. Dès notre entrée, Camilla a scruté les lieux de son œil acéré, examinant les recoins, les points d'entrée et les sorties potentielles. Elle ne m'a pas demandé pourquoi j'avais une planque. Je ne lui ai pas demandé comment elle savait en nettoyer une. Lorsque Darius est arrivé, l'adrénaline était suffisamment retombée pour que je ressente une douleur intense. Il est entré vêtu de noir. Un manteau anthracite, des gants et ce même froncement de sourcils amusé qu'il arborait toujours lorsque la situation était pire que prévu. « Marcus », dit-il sans agressivité. « On dirait que quelqu'un a laissé tomber ta vie. » Ça me semble juste. Son regard se posa sur Camilla. Ah, la femme fantôme. Elle ne broncha pas, tu dois être Darius Black. Je le suis. Tu es soit la femme la plus dangereuse de la pièce, soit la plus défoncée. Je n'ai pas encore décidé. Camilla eut un sourire narquois. Est-ce que ça peut être les deux? Il eut un petit rire sans humour. Je l'aime bien. Darius ne perdit pas de temps. En 20 minutes, il avait retracé l'activité récente du Grove. 7 corps au cours des 3 dernières semaines, tous classés comme accidentels ou auto-infligés. Tous avaient des liens avec Elias ou avec des entités financières soutenant les opérations du Grove. Le schéma était clair. Ils font le ménage, dit Darius, confirmant l'avertissement précédent de Camilla. Toute personne liée à Elias ou à toi est une cible. Y compris tes enfants. Je regardais Camilla. Que as-tu amené dans nos vies? Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Darius sortit une carte. L'infrastructure numérique du Grove est décentralisée, mais sa base logistique est liée à une fondation, Artisans Riches. Une initiative soi-disant mondiale pour les arts et l'éducation. Fraude artistique, collecte de renseignements et chantage politique. Camilla? Demandai-je. Elle acquiesça. C'est là que j'ai été formé. Ils ont pris des orphelins, des fugueurs, des prodiges, nous ont façonnés. J'étais censé me rapprocher de toi, te contrôler si nécessaire. L'héritage de ton père a fait de toi une personne d'intérêt avant même que tu ne le saches. Et Elias, elle baissa les yeux. Il a commencé par être loyal. Puis il est devenu négligent, a commencé à écumer les fonds publics. C'est là que j'ai su qu'il allait mourir. Darius se pencha en arrière. Tu es un handicap ambulant, Camilla. La seule raison pour laquelle je ne te livre pas, c'est que tu es aussi la seule à pouvoir déchiffrer le secret d'Elias. Que veux-tu dire? Demandai-je. Darius jeta une clé USB sur la table. Elle avait refait surface il y a 2 heures, cryptée, mais le signal provenait d'un graveur utilisé par Elias. Les mains de Camilla tremblèrent pour la première fois. Il l'a fait. Il l'a téléchargé. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je. Elle fixa la clé USB. C'est suffisant pour les démasquer. Tout. Je la regardai, puis Darius. Ma vie entière avait été réécrite en quelques jours. Ma femme était une taupe. Mes enfants étaient en danger. Et quelque part dans les décombres, un homme que je méprisais venait peut-être de me donner le dernier levier nécessaire pour faire exploser toute cette affaire. Mais je ne faisais pas confiance à Camilla. Pas entièrement. Et je ne croyais pas qu'elle m'avait tout dit. Avant toute chose, dis-je en ramassant la clé USB, prenons le contrôle de la situation. On les frappe avant qu'ils ne nous frappent. Camilla croisa mon regard. Alors, il te faudra un appât. J'ai haussé un sourcil. Tu te portes volontaire? Elle hocha la tête. Si on veut en finir, on les attire dans un endroit isolé. Un endroit où je pourrais leur donner juste assez d'espoir pour qu'ils se montrent. Je connais l'endroit idéal, dis-je. Ma maison au bord du lac.
La maison au bord du lac était située sur un terrain isolé de 5 hectares dans le nord du Vermont. Un endroit si isolé qu'il n'existait pas dans les registres fonciers publics. Pas à mon nom. Bref, je l'avais acheté 5 ans plus tôt via une société écran censée servir de réserve. Un lieu de refuge pour clients prestigieux qui avaient besoin d'un abri temporaire. Mira et Silas n'y étaient jamais allés. Camilla y était allée une fois, des années auparavant, avant que les enfants soient en âge de demander où nous allions. Je me souviens qu'elle avait dit que c'était comme un cottage de contes de fées, un conte où les loups guettaient juste derrière les arbres. Je comprenais maintenant qu'elle ne parlait pas de fiction. Elle avait toujours su que les monstres existaient. Camilla resta silencieuse pendant le trajet. Elle fixait la fenêtre passager, le visage indéchiffrable, comme si elle se préparait à une guerre déjà commencée. Je ne lui faisais pas confiance. Ni avec mes enfants. Ni avec la vérité. Mais j'avais besoin d'elle pour l'instant. Elle connaissait les mouvements du Grove mieux que quiconque et savait comment les appâter. Ce qu'elle ignorait, c'est que je n'avais aucune intention de partir sans réponse. J'en avais assez de faire l'idiot, de la laisser me fournir des informations au compte-gouttes comme si j'étais un marque comme les autres. Darius nous a suivis dans une voiture séparée, avec son arsenal habituel de drones de surveillance, de brouilleurs et d'équipements tactiques. Il n'a rien demandé. Il n'avait pas besoin de questions. C'est ce qui le rendait efficace. Il opérait avec précision, détachement et une règle simple, protéger le client à tout prix. Pour l'instant, le client, c'était moi et, par extension, Mira et Silas. Cela signifiait que Camilla était une variable qui pouvait être éliminée si nécessaire. Nous sommes arrivés juste avant le crépuscule. Le ciel était orange sur la cime des arbres, le lac reflétant cette couleur comme un second soleil s'enfonçant dans la terre. J'ai déverrouillé la lourde porte blindée en acier, suis entré dans l'intérieur frais et sombre et me suis laissé guider par ma mémoire jusqu'au tableau électrique. Les lumières clignotaient. L'endroit sentait le cèdre et la poussière. Rien n'avait changé. Toujours 2 étages, un espace central grand ouvert et des trappes de secours dissimulées derrière des meubles que j'avais installés moi-même. Camilla est entrée lentement, scrutant tout, puis s'est tournée vers moi. « Tu n'as amené personne d'autre ici. » Je n'ai pas répondu. C'était une confirmation suffisante. Darius s'est installé dans l'arrière-boutique, assemblant un système de surveillance à partir de ce qui ressemblait à un ensemble de valises ordinaires. Il se déplaçait comme un chirurgien. Précis, efficace, clinique. En moins d'1 heure, nous avions un œil sur chaque approche de la propriété et un réseau de défense à 3 niveaux. Des détecteurs de mouvement. Il traquait un champ d'atténuation des signaux pour bloquer les communications extérieures. Une fois le moment venu, il m'a regardé une fois terminé. Ils viendront. Tu es sûr qu'elle est un appât suffisant? J'ai jeté un coup d'œil à Camilla. Elle avait enfilé une combinaison thermique noire, les cheveux tirés en arrière en un chignon serré, le visage nettoyé de tout signe de domesticité. Elle ne ressemblait en rien à ma femme. On aurait dit un agent de terrain se préparant à son dernier acte. C'est tout ce qu'on a, ai-je dit. Darius hocha la tête, son intention était claire. D'accord, mais n'oublie pas qui elle est. La nuit tomba rapidement. Dans le silence entre nos pas, je sentais quelque chose monter en moi. Une froide clarté dont je ne me croyais pas capable. Il ne s'agissait plus seulement de survivre. Il s'agissait de récupérer chaque parcelle de moi-même qui avait été discrètement arrachée. Mon nom, ma confiance, ma famille, mon père. Camilla s'assit à la table à manger en bois et tira une petite clé USB dans sa poche, celle qu'Elias avait cachée avant sa mort. Elle me l'a glissée. Tout y est. Code, nom, traces bancaires. Les dernières années des mouvements Grove. Tu ne l'avais pas mentionné avant, ai-je dit, sans cacher mes soupçons. J'avais besoin de savoir que tu ne la donnerais à personne avant que je puisse t'aider à l'utiliser. Et pourquoi aurais-je besoin de ton aide? Parce qu'ils changent leur protocole toutes les 6 semaines. Tu ne franchiras même pas la première couche de chiffrement sans la clé, et je suis la clé. J'ai regardé la clé USB, puis je l'ai mise dans ma poche. Après ce soir, tu es parti. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête. Ça a toujours été le plan. Je n'ai pas dit ce que je pensais, je la croyais avant. Je l'ai cru quand elle souriait au petit déjeuner. Quand elle murmurait, « Je t'aime » dans le noir. Quand elle tenait nos enfants comme s'ils étaient son monde. Et pendant tout ce temps,
elle avait posé des pièges et fait son rapport. Je ne l'ai pas dit, mais elle le savait. Je le voyais à la façon dont ses épaules s'affaissèrent une seconde de trop. Darius m'interrompit. Mouvement. 2 véhicules, des SUV noirs, sans plaque d'immatriculation, descendaient le sentier d'accès. Attendu depuis quelques minutes. Ma traction se stabilisa. C'était toujours le cas quand les choses devenaient sérieuses. Camilla se leva. Je vais prendre le Porsche. Je la suivis jusqu'à la porte d'entrée, vérifier mon arme de poing et hocher la tête. Pas de mouvement brusque. S'ils vous emmènent, on vous suit. S'ils essaient de vous tuer, alors ils essaieront de vous tuer aussi. Elle termina. Ce n'est pas une mission de sauvetage. C'est une exécution. Elle sortit sur le Porsche, l'air décontracté, comme si elle attendait un invité. Les phares se rapprochèrent, puis s'éteignirent. Le bruit du gravier crissant sous les bottes suivit. La voix de Darius grésilla dans mon oreillette. 3 cibles. Un conducteur reste en retrait. 2 hommes s'avancèrent dans le clair de lune. Veste noire, posture militaire, arme à silencieux pointée. Côté. L'un d'eux leva la main. Camilla Ward. C'est vrai. Où est l'atout? Elle sourit froidement. À l'intérieur, le premier homme s'avança. Camilla ne broncha pas. Elias me donna le dernier coup. Elle dit, si vous me tuez, le contenu sera rendu public. Si tu me prends, je t'en donne la moitié. Le deuxième homme apparut. Arme levée. Nous ne sommes pas là pour négocier. Puis, l'enfer se déchaîna. Des coups de feu claquèrent à travers les arbres. Darius abattit le conducteur avant même qu'il puisse communiquer par radio. J'appuyai sur l'interrupteur de la véranda, déclenchant le dispositif de grenade assourdissante dissimulé dans le plafonnier. Les 2 hommes titubèrent. Camilla se baissa et roula derrière la colonne. J'ouvris le feu. 2 tirs contrôlés, l'un au sol. Le second tenta de reculer. Trop tard. Darius le flanqua. Neutralisé. Le silence était tel un rideau. Camilla se leva lentement, époussetant ses bras. Je m'approchai d'elle. J'avais toujours envie de courir vers eux. Non, dit-elle d'une voix basse. Je crois que j'ai fini de courir. Elle fouilla dans sa poche et me tendit une 2e clé USB. Ça va démasquer les dirigeants. Tout le monde au sommet, utilisez-la. Et vous? Demandai-je. Elle croisa mon regard. Après ça, vous ne me reverrez plus. Je ne dis rien. Je hochai simplement la tête. Tandis que nous mettions le feu au SUV après avoir nettoyé le site, elle se tourna une dernière fois vers le lac, vers la maison, et murmura, dit aux enfants que tout n'était pas faux. Puis elle disparut dans les bois tandis que les flammes montaient derrière elle. La maison au bord du lac sentait encore le feu le lendemain matin. Du caoutchouc et de l'huile carbonisée s'accrochaient à l'herbe couverte de rosée. Je restai seul sur la véranda, les bras croisés, à regarder la fumée s'élever en fine volute des restes du SUV que nous avions incendié la veille. Des cendres volaient sur le lac en douce spirale, disparaissant dans le brouillard. Camilla avait disparu. Darius avait disparu aussi, parti à la poursuite d'autres pistes grâce à la charge utile numérique qu'elle nous avait donnée. Et moi? Je me retrouvais avec un mensonge qui avait imprégné tous les recoins de ma vie et une décision que je ne pouvais pas prendre. J'ai d'abord appelé Silu. Il a répondu à la 2e sonnerie. Papa, sa voix s'est brisée. Ils vont bien, ai-je dit, allant droit au but. On va bien. Tu es toujours avec les agents? Ouais, ils ne nous lâchent pas Mius, elle n'a pas dit grand-chose. Elle n'arrête pas de demander où est maman. J'ai fermé les yeux, sentant ce nœud se resserrer sous mon sternum. Je te dirai tout bientôt. Promis. Tiens-toi tranquille. Encore un jour. Il y eut un long silence au bout d'un moment. Puis Silas dit, tu reviendras, d'accord? Je reviens. Je lui ai dit, quoi qu'il arrive. Après avoir raccroché, j'ai contemplé les bois où Camilla avait disparu. Je savais qu'elle était toujours en vie. On ne meurt pas facilement comme elle. Et une part de moi savait qu'elle trouverait toujours un moyen de garder une longueur d'avance, disparaissant dans l'ombre pendant que nous autres nous débattions avec les débris qu'elle avait laissés derrière elle. Mais je savais aussi autre chose. Elle m'avait donné la clé, la 2e clé USB, celle qui révélait la direction du Grove. Si les données étaient authentiques,
et que jusqu'à présent tout ce que Camilla avait transmis était vérifié, elle brûlerait la tige au cœur de toute cette affaire comme de l'acide dans l'acier. J'ai tout emballé. La maison du lac, autrefois un sanctuaire, était désormais compromise. J'ai lancé un brouilleur sur le réseau pour effacer tous les journaux, programmer une impulsion pour griller les disques durs et désactiver tous les capteurs et nœuds de sécurité. S'il revenait, il trouverait une ville fantôme. J'ai chargé ce dont j'avais besoin dans le coffre de ma voiture et j'ai jeté un dernier coup d'œil à un endroit. Il nous avait maintenus en vie. Il avait fait son travail. Maintenant, il était temps de m'occuper du mien. Le trajet de retour vers Boston fut long et silencieux. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai pas passé d'appel. J'avais la tête pleine. Les paroles de Camilla se répétaient en boucle. Les cartes de Darius. Le nom du Grove défilait sur des documents que je n'avais pas encore montrés aux autorités. J'avais du travail à faire. Un travail que je ne pouvais confier à personne d'autre. Lorsque je me suis arrêté devant le bâtiment de Ranchild, il était un peu plus de midi. L'endroit avait la même apparence. Vert et acier reflétant un ciel parfait. Mais je le voyais différemment. Ce n'était plus seulement mon entreprise. C'était mon dernier moyen de pression. Le point d'accès, le centre de distribution, la porte entre les secrets du Grove et le monde. À l'intérieur, mon assistante de direction, Rachel, a cligné des yeux de surprise lorsque je suis passé devant sans un mot. Je n'étais pas entré dans le bâtiment depuis presque une semaine. Les gens commençaient à poser des questions. Je suis entré directement dans mon bureau, j'ai fermé les stores et j'ai sorti le clé USB. Il m'a fallu 15 minutes pour déchiffrer la première couche de chiffrement. Non pas par lenteur, mais parce que Camilla l'avait conçue pour résister même à mon logiciel. C'était sa façon de s'assurer qu'elle tombe entre de bonnes mains. Une fois à l'intérieur, les noms des fichiers disaient tout. Moineau rouge, tête morte, porte du gardien. Des noms de code familiers dans le monde de la sécurité, tous murmurés et désavoués par des gens qui juraient qu'ils n'existaient pas. Un dossier intitulé « Monarch » a retenu mon attention. À l'intérieur, des fichiers vidéo, des transcriptions, des journaux de surveillance et des noms, sénateurs, PDG, juges, diplomates étrangers, tous liés à des sociétés écrans qui ont injecté des millions dans une fondation pour les arts que Camilla avait autrefois considéré comme son premier employeur. J'ai regardé une vidéo montrant Elias assis dans un bureau en hauteur avec deux de ses politiciens riant, échangeant des dossiers, se serrant la main. L'horodatage datait d'il y a 2 ans. L'un de ces politiciens était récemment décédé de cause naturelle. Un autre était en train de soumettre un projet de loi sur la cybersécurité au Congrès. Les conséquences étaient dévastatrices. J'ai sauvegardé les fichiers. J'ai parcouru plusieurs disques cryptés et préparé 3 dépôts publics distincts. S'il m'arrivait quelque chose, l'information serait diffusée. Peu m'importaient les retombées. Ce qui m'importait, c'était la vérité. Mais avant d'aller plus loin, il me restait une chose à faire. Je me suis rendu dans un endroit que Darius avait aménagé, une ancienne piste d'atterrissage utilisée par des entrepreneurs privés et des avions gouvernementaux désaffectés. Mera et Silas attendaient là, debout avec un petit sac de voyage chacun. Ils semblaient épuisés, comme s'ils retenaient leur souffle depuis la nuit où les murs de nos vies s'étaient effondrés. Camilla était déjà là, elle. Aussi, sous la surveillance de 2 gardes silencieux en qui Darius avait confiance. Elle avait l'air différente. Ni déguisée, ni blindée, juste immobile, comme si elle avait arrêté de courir et attendait la permission d'expirer. Elle s'est avancée. « S'il vous plaît », a-t-elle dit. « Laissez-moi vous dire au revoir. » J'ai regardé Mera et Silas. Mera a hoché lentement la tête. Silas n'a pas bougé. « Je vous donne 5 minutes, ai-je dit. Alors, vous êtes disparu. » Camilla s'approcha d'abord de Mera et toucha la joue de sa fille. Mera trembla, des larmes coulant. « As-tu vraiment été sa mère ?» murmura-t-elle. La réponse de Camilla fut douce. Oui, cette partie était réelle. Puis elle se tourna vers Silas. Il ne dit rien. Il la fixa simplement, la mâchoire serrée. Après un long silence, il hocha la tête. Camilla me regarda. « Et maintenant ?»« Maintenant, dis-je. Tu disparais. Tu ne les recontactes plus jamais. Et si tu le fais, si je sens ne serait-ce que ton ombre près d'eux, je ne serai pas aussi clément. » Elle hocha la tête. « Je sais.
Je la regardais monter dans le véhicule qui attendait et démarrer. Pas de théâtre, pas de larmes de dernière minute, juste le silence et des feux arrière qui disparaissaient. Le miroir me serra la main. Papa, c'est fini? Je levai les yeux au ciel. Pas encore, mais c'est proche. J'en avais fini de jouer la défensive. Maintenant, il était temps de les exposer tous. Le lendemain matin des derniers adieux de Camilla, je me réveillais dans la planque avec un sursaut qui ressemblait à la réplique d'une guerre qui n'avait fait que s'arrêter, pas terminer. La lumière du soleil filtrait à travers le verre par balles, un or tamisé qui n'offrait aucune chaleur, juste de la clarté. Mera dormait sur le canapé, emmitouflée dans une de mes vestes. Silas était assis à la table de la cuisine, tout habillé, le regard plongé dans une tasse de café intacte comme s'il essayait d'y lire des réponses. Son visage était plus vieux, plus dur. Le garçon qui m'avait autrefois supplié de lui apprendre à faire du vélo avait disparu. À sa place, un jeune homme tentait de donner un sens à un monde qui lui avait menti dans toutes les langues qu'il connaissait. Je me suis assis en face de lui. Aucun mot n'a été échangé pendant un moment, juste un silence. Lourd, impitoyable. Je n'arrivais pas à dormir, a-t-il dit. Finalement, je me suis fixé sur la tasse. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois son visage. Pas celui du motel. L'ancien, avant tout ça. Celle qui préparait mon déjeuner et glissait du chocolat en cachette dans la poche latérale. J'ai hoché la tête, hésitant entre parler ou simplement le laisser respirer. Il a levé les yeux. Elle nous a menti. Elle l'a fait, mais il s'est arrêté. Et si une partie de tout cela était réelle? Ma gorge s'est serrée. Je me suis posé la même question trop souvent, arpentant les pièces, regardant des images de surveillance qui ressemblaient désormais plus à du cinéma qu'à des souvenirs. Peut-être que c'était le cas, ai-je dit. Peut-être pas. De toute façon, elle est partie et nous sommes toujours là. Il a hoché la tête, la mâchoire crispée. Alors, faisons quelque chose. En milieu de matinée, Darius est arrivé avec des nouvelles. La clé USB laissée par Camilla avait été vérifiée, recoupée, comparée à des sources de renseignements dormantes. Le gouvernement avait enfoui des archives scellées. Ce n'était plus de la théorie. C'était un fait. The Grove n'était pas seulement une opération clandestine. Il était infiltré dans la politique, la finance, l'éducation et même dans des actions humanitaires privées. 3 sénateurs en exercice, un juge à la Cour suprême pour les PDG d'entreprises du Fortune 500. Le tissu conjonctif était un enchevêtrement de fraudes artistiques, d'opérations de renseignement humain et de lobbying clandestin. Les données sur le disque dur ne se contentaient pas de révéler la structure de Grove. Elles les impliquaient dans toutes sortes de choses, de l'ingérence électorale étrangère au scandale diplomatique mis en scène. Nous en avions assez pour faire tomber les murs. Darius me regarda par-dessus la table de guerre que nous avions installée au milieu de la pièce. Une fois que ce sera en ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. Je ne reviendrai pas, dis-je. Ils ont pris mon père. Ils ont utilisé ma femme. Ils ont menacé mes enfants. Je ne m'arrêterai pas tant qu'il ne restera rien d'eux. Il hocha la tête, puis se tourna vers l'ordinateur portable. Nous avons 3 vecteurs de libération sécurisés. Lanceurs d'alerte des chaînes médiatiques, des organismes de surveillance internationaux et un groupe de travail fédéral rancunier. Qui l'obtiendra en premier? Je les ai pointés du doigt tous les 3 simultanément. On les a attaqués de tous les côtés. Et ton nom? Tu veux être crédité? Non. J'ai dit, je veux disparaître quand ce sera fini. Tout comme elle, Darius marqua une pause. À ce propos, on a reçu un signal sonore bref, intraçable, mais crypté grâce à une signature que Camilla avait utilisée il y a 2 ans. Je me suis figé. Qu'est-ce que ça disait? Il a hésité, puis a lu. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais cessé de les aimer. Silu, qui était adossé au mur, a ricané. C'est censé vouloir dire quelque chose. Je l'ai regardé, le cœur en ébullition. Peut-être pas, mais on ne laisse pas son fantôme nous ralentir. Les 48 heures suivantes ont été comme une onde de tempête. D'abord, il y a eu la tempête médiatique. Des fuites de documents ont inondé les médias de lanceurs d'alerte, des éditoriaux décortiquant des photos de poignées de main entre des agents connus de Grove et des dirigeants nationaux. Puis sont arrivés les démentis politiques, des conférences de presse balbutiantes, des démissions urgentes déguisées en escroquerie personnelle.
Puis vinrent les arrestations. Le FBI s'attaqua aux noms nationaux. Interpol traqua les comptes internationaux. Un juge de la Cour suprême se tut, invoquant des problèmes de santé, et disparut des archives publiques en 3 jours. Un sénateur fut retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Prague. Un autre tenta d'embarquer dans un avion à Zurich et fut intercepté en plein tarmac. Il aurait pleuré lorsqu'on l'emmena. Silas et Mera regardèrent les informations avec un mélange d'horreur et de satisfaction sombre. Mera pleura en voyant l'arrestation de l'un des bailleurs de fonds de son ancien programme de stage. Silas, plus calme, éteignit simplement la télévision et dit « Ce n'est pas suffisant. » Pas encore. Et il avait raison, car il manquait encore des pièces. Ceux qui avaient commandité la mort de mon père. Ceux qui avaient donné le feu vert à la mission de Camilla. Ils n'avaient pas refait surface, mais j'avais des noms. 3, pour être exact. Ils n'étaient pas célèbres. C'est ce qui les rendait dangereux. Ils travaillaient dans l'ombre. L'un dirigeait une société d'investissement écran à Zurich. Un autre s'occupait des contrats de nettoyage de Grove. Et le troisième opérait depuis un groupe de réflexion universitaire à Bruxelles, où politique et manipulation se croisaient en coulisses. Je ne les ai pas poursuivis avec des armes. Je les ai poursuivis avec du temps. Un par un, j'ai démantelé leur vie, gelé leurs comptes, exposé leurs emails, divulgué des appels téléphoniques accablants, et pour le dernier, l'opérateur de Zurich, je me suis assuré que chaque membre de sa famille sache qui il était vraiment. Je ne les ai pas tués. Je me suis assuré qu'ils vivent assez longtemps pour voir leurs empires se dégrader. Une fois la poussière retombée, Grove n'était plus un murmure. C'était un titre, mais je suis resté silencieux. Mon nom a refait surface. Mon visage n'a jamais été révélé. J'ai donné une dernière poignée de main à Darius. C'est fini pour l'instant, a-t-il dit. Jusqu'à la prochaine tempête. J'ai emmené Mera et Silas sur un vol privé sous de nouveaux noms, de nouveaux documents, de nouvelles vies. Nous avons atterri en Nouvelle-Zélande, à Wellington, une ville au bord de la mer, suffisamment éloignée des décombres que nous avions laissés derrière nous. La maison que j'ai achetée était modeste, propre, calme. La sécurité était stricte, mais discrète. Juste assez pour éloigner les fantômes. Mera s'est inscrite à l'école. Elle a souri à nouveau. Lentement, comme quelqu'un qui réapprend à faire confiance à son fils. Silu a rejoint une équipe de rugby locale. Il restait discret, mais de temps en temps, il levait les yeux d'un livre et disait quelque chose qui me rappelait qu'il n'avait pas oublié. Moi non plus. Quant à Camilla, personne n'avait eu de ses nouvelles, mais je savais qu'il n'y avait rien de tel. Je savais qu'elle était quelque part, observant, regrettant. Peut-être pas. Certaines nuits, quand le vent souffle du port et que tout est immobile, je m'assois près de la fenêtre et me demande si tout cela a jamais été réel. Les rires, les anniversaires, sa façon de fredonner en faisant la vaisselle. M'aimait-elle ou juste la mission? Je ne le saurai jamais, mais je sais une chose. Ils ont choisi le mauvais homme à manipuler et ils en ont payé le prix. Je n'ai pas suivi la première vague d'informations en direct. Je savais déjà ce qu'elle dirait. Le matin de la publication de nos fichiers, Internet s'est fissuré comme une faille. Les réseaux sociaux se sont transformés en une traînée de poudre. Les plateformes de lanceurs d'alerte ont explosé. Les fils de discussion Reddit ont relié les points plus vite que les analystes. Mais rien de tout cela n'avait d'importance jusqu'à ce que je vois ce prénom défiler sur une bannière d'information de dernière minute sur CNN, le sénateur William Horne. Et d'un coup, la tempête a éclaté. Je me tenais dans la cuisine de notre maison à Wellington, observant, une tasse de café à moitié pleine, le monde s'apercevoir de ce que nous savions déjà. Silas est entré dans la pièce en plein reportage, lisant des textos sur son téléphone, un miroir net traînant derrière, plus lent, plus prudent. Ils disent que le sénateur Horne a touché de l'argent pour son silence à une fondation artistique, a dit Silas, assis en face de moi. Ils ne le font même pas. Je ne réalise pas encore que c'est la croissance. Ils le feront, ai-je répondu. Ils ont juste besoin de temps pour admettre la profondeur du problème. Le temps était une arme que j'avais passé ma vie à manipuler, à apprendre à attendre, à savoir quand agir, quand disparaître. À présent, je regardais la machine se défaire. À midi, 3 autres noms avaient fait surface. Evelyn Marston, directrice de la fondation Marston, qui blanchissait l'argent de Grove grâce à des bourses d'études. Jeffrey Callan,
milliardaire de la tech et donateur de multiples contrats de surveillance, qui avait fourni l'infrastructure de Grove par ses propres moyens. Et le juge Harold Lynn, qui avait statué en faveur de cas d'immunité d'entreprises directement liées à des sociétés écrans de Grove. Tous exposés, tous filmés, tous niant, trébuchant, balbutiant. Je n'ai pas souri. Pas une seule fois. Parce que ce n'était pas une vengeance. C'était une révélation. Et c'est plus froid, plus dur, plus profond. Je croyais que la justice venait des tribunaux et des verdicts. Mais après ce qui est arrivé à mon père, après les aveux de Camilla, j'ai compris que la justice vit aussi dans l'ombre. Parfois, c'est un silence. La main qui fait basculer le premier domino. Parfois, c'est la vérité qui se cache derrière le silence. 2 jours plus tard, les suicides ont commencé. Jeffrey Callan a été retrouvé dans sa propriété des îles Caïmans. Overdose. Pas de note. Pas de déclaration. Le sénateur Horn s'est inscrit dans un centre médical qui n'existait dans aucun annuaire public. L'avion d'Evelyn Marston a tenté un décollage soudain d'un aérodrome privé au Luxembourg, mais a été arrêté en plein vol. Elle est depuis en détention fédérale. Elle refuse de parler. Sa fondation a été dissoute. The Grove, en tant qu'entité, n'a pas survécu à l'exposition. Pas comme avant. Leurs sites web ont disparu. Leurs bureaux ont été restructurés. Leurs agents, ceux qui étaient encore en vie, se sont dispersés. Certains se sont retournés les uns contre les autres. D'autres ont tenté de conclure des accords. J'ai divulgué juste assez pour qu'aucun d'eux ne dorme à nouveau tranquille. Et ceux qui ont causé la mort de mon père. Il y avait 3 noms que Camilla ne m'a jamais donnés. Mais je les ai trouvés. Je savais maintenant comment suivre l'argent. Je savais quels mots chercher dans les contrats, quels emails décrypter. J'en ai retrouvé un jusqu'à un groupe de réflexion à Bruxelles, le docteur Peter Lamb, qui se présentait comme un expert en sécurité nationale, mais qui, en secret, approuvait des cibles à éliminer. Il est toujours en vie, mais son nom, sa réputation et tous ses contrats de conseil sont désormais réduits en cendres. Je n'ai pas utilisé d'armes. J'ai utilisé ses propres mots, sa propre arrogance. Les documents que j'ai trouvés dans la 2e caisse d'Elias le montraient enregistrés lors d'une réunion d'audit de loyauté, autorisant calmement la mort de mon père pour avoir dérogé au protocole de la mission. J'ai envoyé le dossier à 5 journalistes anonymement. Puis je l'ai transmis à sa femme. Qu'ils vivent avec ça. Le 2e homme, Jacques Moreau, opérait via des canaux financiers au Moyen-Orient. Un homme discret, intraçable jusqu'à ce que je le retrouve. J'ai piraté un terminal Grove laissé sans surveillance lors d'une des perquisitions. J'ai trouvé une trace de message entre Moreau et un intermédiaire brésilien. 2 semaines plus tard, Moreau était arrêté à Lisbonne avec un passeport Forge Monaco et 8,2 millions de dollars en diamants dans ses bagages. Il pensait qu'il fuyait une extradition. J'ai veillé à ce qu'Interpol ait le bon bout. Un autre à gauche. Son nom était Richard Wexley. Un nom si profondément enfoui qu'il n'apparaissait dans aucun document de Grove. Mais Camilla avait laissé un indice. Une dernière miette de pain dans sa clé USB, une photo. Un homme serrant la main d'Elias. L'arrière-plan était flou, mais le blason de Grove était brodé sur le mur derrière eux. Il a fallu des semaines à Darius pour effectuer une reconstruction faciale sur l'image. Lorsqu'il a trouvé une correspondance, j'ai senti un pincement au cœur. Richard Wexley n'était pas un politicien. Il n'était même pas directeur de Grove. C'était un ancien analyste du renseignement qui avait pris sa retraite 2 ans avant la mort de mon père et avait commencé à travailler comme consultant privé pour des sociétés de renseignement. Ses clients étaient tous à proximité de Grove. Sa signature a été retrouvée dans les registres de suppression du dossier personnel fédéral de mon père. J'ai pris l'avion pour Madrid où il vivait tranquillement dans une villa au bord de la mer. Je ne l'ai pas confronté. Je n'en avais pas besoin. Je l'ai simplement laissé me voir debout devant son café préféré, commandant un expresso, le regardant droit dans les yeux. Pas de menace, pas de mots, juste un signe de tête. Il n'est pas retourné dans ce café le lendemain ni le surlendemain. 3 semaines plus tard, il s'est fait admettre dans une clinique privée pour paranoïa et dépression cognitive. Je ne lui ai pas rendu visite. Il vivrait assez longtemps pour ressentir ce que mon père a ressenti avant la fin, la peur, le silence et le sentiment d'être constamment observé. C'est ça, la justice. Lorsque Winter s'est installé à Wellington,
Mera s'épanouissait à nouveau. De retour à l'université, elle se construisait une vie dans l'art et le design, une vie qui n'avait rien à voir avec l'espionnage, la trahison ou les corps enterrés. Elle demandait encore des nouvelles de Camilla de temps en temps, mais moins souvent maintenant, comme si la cicatrice guérissait, même si elle ne disparaissait jamais. Silas était plus discret. Il s'entraînait plus dur au rugby, étudiait plus longtemps, et m'a dit un jour, « Je ne sais toujours pas à qui faire confiance. » Je lui ai dit, « Commence par toi-même. Le reste viendra plus tard. » Quant à moi, j'ai reconstruit. Ranchild avait disparu. Je l'ai dissous après la tombée de la nuit. Je consultais désormais anonymement sous des pseudonymes, construisant des systèmes de sécurité pour des gens qui avaient plus besoin de sécurité que de statut. Mon nom était inconnu. Mes empreintes digitales étaient effacées. Je suis devenu ce qu'ils pensaient traqué, invisible, intouchable, inarrêtable. Je pensais parfois à Camilla. Je me demandais si elle avait réussi à s'en sortir. Je me demandais si elle regardait par-dessus son épaule comme moi. Je me demandais si l'amour qu'elle prétendait avoir était plus qu'une stratégie. Je ne pense pas que je le saurai un jour. Mais je sais une chose, chaque monstre a un maître. Chaque toile a un pêcheur. Et chaque mensonge finit par être démêlé. Il pensait pouvoir m'utiliser. Il pensait que j'étais juste une cible facile de plus, un homme endormi au volant. Il se trompait. L'avion a atterri à Wellington sous un manteau de nuages doux, le genre qui donnait à la ville l'impression d'être un secret que même le ciel n'était pas sûr de pouvoir garder. J'ai regardé depuis mon siège côté hublot Mera se pencher en avant, ça les yeux écarquillés d'un émerveillement prudent, tandis que Silas pressait son front contre la vitre, silencieux, absorbant tout. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le vol. Nous n'en avions pas eu besoin. Après tout cela, le silence était devenu un langage à part entière. Un langage fait de regards en coin, de mains serrées et de la compréhension mutuelle que nous recommencions à zéro, non pas par envie, mais par nécessité. Nous sommes arrivés à la petite maison 1 heure plus tard. Elle se trouvait près de la côte, du Pacifique, non loin de la limite des arbres, avec un revêtement gris doux et une véranda qui craquait quand on marchait trop vite. Je l'avais achetée sous un nouveau nom, Michael Ellis, consultant à la retraite. Les voisins ne posaient pas de questions. C'étaient des gens qui respectaient la vie privée comme d'autres respectaient la religion. Les premières semaines furent étranges. Pas vraiment silencieuses, mais inhabituelles. Mera installait son matériel artistique dans le garage aménagé, peignant à des heures indues de la nuit. Je l'entendais se déplacer juste avant l'aube, son pinceau tapotant doucement la toile sur une musique douce et silencieuse. Silas s'inscrivit à un club de rugby local. Je me levais tôt et m'entraînais dur. Parfois, je me rendais à l'entraînement en voiture, assis tous les deux dans un silence confortable. Le lien entre nous était encore fort, mais se rétablissait lentement. Je passais mes journées à me reconstruire, non seulement émotionnellement, mais aussi professionnellement. Sous une autre identité, j'acceptais des missions ponctuelles en freelance, concevant des systèmes de sécurité sur mesure pour des NOS, des stations de recherche isolées, et même des propriétés familiales privées qui devaient disparaître du réseau. Mon nouveau travail consistait à construire des portes introuvables et des murs infranchissables. Chaque ligne de code que j'écrivais était une forteresse. Chaque protocole que j'installais était une promesse faite à Mera, à Silas et à moi-même. Ce que je ne faisais pas, c'était parler de Camilla. Elle avait disparu. Pas d'observation confirmée, pas de signaux, pas de mais, pas même un murmure dans les canaux fantômes. Darius me surveillait toujours. Soit elle était morte, soit elle faisait ce pourquoi elle avait été formée, disparaître complètement. La plupart du temps, je me disais que je m'en fichais. J'avais fait la paix. Mais certaines nuits, quand le vent frais soufflait de la côte et que je n'arrivais pas à dormir, je restais debout devant l'évier de la cuisine, le regard perdu dans le noir, et je sentais cette question lancinante me serrer les côtes. Nous avait-elle jamais aimé? Était-ce réel? Je me souvenais de sa façon de fredonner en faisant la vaisselle. De la façon dont elle gardait toutes les cartes d'anniversaire qu'on lui offrait dans une petite boîte en bois. De la façon dont elle pleurait quand Silas s'était cassé le bras et avait dû acheter des épingles. Était-ce de l'instinct ou des émotions qu'elle n'avait jamais prévues? Peu importait. Je me disais, plus maintenant. On a survécu. C'était suffisant. Et pourtant, une part de moi, une petite part d'idiotie, espérait qu'elle était sincère quand elle disait qu'elle les aimait. Que même si la mission était terminée, une part de son état.
Vers le troisième mois, Mera a demandé à visiter un musée local où étaient exposées des installations.